C'est merveilleux, hein? On est dans un monde où le président américain s'en va rencontrer les dictateurs cubains et tout le monde applaudit. Hein? On vit dans un gouvernement, dans un pays où le gouvernement félicite les femmes qui portent la burqa. Et on les présente même comme des symboles d'émancipation de la femme. C'est magnifique, hein? Oui. On a un premier ministre au Québec qui a travaillé en Arabie Saoudite longtemps, absolument. hein, dans un pays qui respecte énormément les droits des hommes et des femmes. Et on est dans une ville également où s'est déroulé un sommet de la francophonie avec des tas de dictateurs africains qu'on a reçus avec les plus grands honneurs et le tapis rouge. Par contre, ma prochaine invitée, elle a été vraiment conspuée. Personne ne veut y serrer la main et la voir. Alors, elle doit être extrêmement dangereuse, compte tenu de ce qu'on vient de dire. Chef du Front national, Marine Le Pen, bon matin. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comment vous expliquez, on a vu les Labaume Couillard se dépêcher de dire on veut rien savoir d'elle, on veut pas la rencontrer. Comment vous trouvez l'accueil des Québécois? Je vais pas mélanger le comportement de la classe politique avec l'accueil des Québécois, parce que j'ai vu une avalanche de messages sur ma page Facebook de Québécois me disant bienvenue, on est ravis que vous soyez là. Mais je pense que si la classe politique réagit comme ça, c'est que je suis leur mauvaise conscience. Peut-être. Je représente tout ce que une partie de ceux qui se disaient souverainistes, défenseurs de l'identité du Québec, ont abandonné. Alors, abandonner contre quoi? Ça n'est pas à moi de le dire. Mais voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle ils veulent tenter de me tenir à distance, mais ils m'empêcheront pas de parler. Je savais d'ailleurs avant d'arriver que je ne trouverais pas d'interlocuteur susceptible de s'attacher à la défense de ces sujets très importants que sont la francophonie, que sont la défense de l'identité, de la souveraineté. Donc j'ai même pas demandé honnêtement à les rencontrer. Je trouve qu'ils ressemblent beaucoup à la classe politique française, avec toute cette série de reniements, de renoncements, de faiblesse d'âme, de manque de courage en réalité. Mais bon, c'est pas bien grave. À partir de quand, évidemment, l'attaque la plus fréquente à votre endroit, dans ce que j'ai lu en fin de semaine, là, c'est le Front national, c'est raciste, c'est l'intolérance. À partir de quand le débat sur l'immigration n'est plus possible? Pourquoi, puis depuis quand? Que de dire, moi je suis un de ceux qui trouvent qu'on en accueille probablement trop des immigrants et je m'interroge sur la capacité d'accueil du Québec à en recevoir autant. Pourquoi c'est raciste, ça? Parce que la définition du racisme, c'est pas ça du tout. Pourquoi on mélange ça? Non, mais c'est absolument pas raciste. C'est parce que je crois que certains cherchent à nous imposer un modèle qui est un modèle mondialiste. La mondialisation, c'est un fait. Voilà, c'est les échanges, ça existe depuis que l'homme est homme. Mais le mondialisme, c'est une idéologie qui vise à déraciner les hommes, à faire disparaître les nations, à supprimer les frontières et à imposer le totalitarisme du tout commerce, voilà, qui ne doit avoir aucune limite, aucun obstacle. Et par conséquent, l'immigration est en fait la petite sœur de l'ultralibéralisme. C'est tellement chouette l'immigration. On peut aller chercher des gens pour venir les amener sur un territoire, pour qu'ils travaillent à très bas coût et qu'ils créent ainsi une pression à la baisse sur les salaires. C'est merveilleux l'immigration. Ça permet la délocalisation sur place. C'est plus la peine d'aller délocaliser une production dans un autre pays. Il suffit de faire venir des gens à très bas coût pour venir travailler. C'est une forme de néo-esclavagisme. Donc, c'est tout un modèle qui est en cause. Il y a des intérêts financiers derrière ça? Oh oui, quand Madame Merkel... Bien sûr, quand Madame Merkel... Mais d'abord, revenons dans les années 70 en France. Ouais. Bouygues, etc., les grands patrons, ce sont eux qui veulent faire venir de l'immigration. Et ils le disent clairement, parce que ces salariés-là, on va les payer moins cher et donc on va pouvoir obtenir des bénéfices supplémentaires. Quand Madame Merkel fait venir 1 million de migrants en Allemagne, au grand désespoir maintenant de la population allemande, c'est pourquoi? Pour peser à la baisse sur les salaires. Parce qu'elle a utilisé les travailleurs d'Europe de l'Est, mais... ils se sont trouvés trop chers à un moment donné. Mais pourquoi ne pas les remplacer par des Syriens, des Érythréens, des Soudanais? Comme ça, c'est bien, l'économie allemande ira mieux. Bon, tout ça, c'est faire fi d'abord de ce que veulent les peuples. Deuxièmement, de la cohésion d'une nation. Troisièmement, de la sécurité, parce qu'il y a des conséquences en termes de sécurité à ces flux migratoires. Et c'est pour imposer, en fait, le modèle ultralibéral mondialiste. C'est quoi les dangers pour le Québec? Récemment, on a appris que notre gouvernement voulait faire passer la limite de l'immigration
immigration de 50 000 à 60 000. Donc, on veut en accueillir encore plus. Les gens qui se sont opposés à ça se sont tout de suite fait accuser, évidemment, d'être intolérants, racisme, comme d'habitude. Là. Le premier ministre a dit que ces gens-là soufflaient sur les braises de l'intolérance, comme c'est bien dit. Quels sont les dangers pour le Québec, selon vous? Alors, d'abord, avant de répondre à votre question, regardez ce qui se passe dans l'Union européenne. Ouais. Tous les pays, y compris ceux qui étaient les plus généreux, empreints d'ouverture à l'autre, etc., sont en train de se refermer. Parce que le problème de l'immigration, c'est qu'en réalité, elle n'est pas maîtrisable. À partir du moment où vous lancez un signal d'accueil, eh bien, il y a une démultiplication des installations que les gouvernements ont le plus grand mal à maîtriser. Alors certes, le Québec n'est pas dans la situation des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire à touche-touche avec des pays d'immigration, mais le signal qui est lancé, quand vous accueillez une personne, c'est 10 qui se préparent à arriver. Et puis après, évidemment, avec le regroupement familial, on fait venir les parents, etc. Ouais. Le danger, c'est le communautarisme. Lorsque des immigrants arrivent et qu'ils ne partagent pas notamment la langue, j'ai entendu hier un journaliste me dire « Ah mais Monsieur Trudeau, c'est pour renforcer la francophonie qui fait venir des immigrants. » Mais des immigrants syriens. Enfin, ça n'a aucun sens. Je veux dire, les immigrants syriens ne parlent pas français, donc comment est-ce qu'on peut renforcer la francophonie? Ça n'a absolument aucun sens. Bon, donc celui qui arrive, il va rejoindre une communauté. Et donc, il va nourrir un communautarisme qui va à vocation, en réalité, à créer des minorités, les unes à côté des autres, qui fonctionnent selon des règles qui leur sont propres, selon des valeurs qui leur sont propres, des codes, des mœurs qui leur sont propres. Eh bien, c'est exactement l'inverse d'une nation. C'est l'émiettement, en réalité, en minorité. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour la cohésion et pour Est-ce que ça peut encourager le racisme? Est-ce que trop d'immigration? Parce que moi, je suis contre le racisme. Je veux que les gens vivent en paix, puis se respectent, puis c'est bien d'avoir des différences. Mais moi, je pense qu'au contraire de ce que les bien-pensants disent, s'il y a trop d'immigrants, et ces immigrants-là ne s'intègrent pas, sont sur le chômage, vivent dans des secteurs des quartiers, là, ça peut encourager les préjugés racistes. Là, il y a des gens au Québec, partout, des travailleurs qui se lèvent le matin, qui travaillent fort, qui peuvent voir ça en disant « Et là, les préjugés commencent. Il faut éviter de tomber dans le piège. » Mais c'est là, on sait bien. Eux autres, ils travaillent pas. Alors, est-ce que trop d'immigration peut pas faire l'inverse de ce qu'on souhaite? On veut combattre le racisme, mais ça peut l'encourager. Mais il est évident que trop d'immigration entraîne du conflit. Comme le communautarisme entraîne du conflit. Les sociétés qui sont fondées sur le communautarisme sont en réalité des sociétés dont on voit très bien qu'elles vivent dans le conflit religieux, le conflit ethnique. Permettez-moi, mais enfin, les États-Unis, pour moi, c'est pas un modèle. Voilà, le modèle, à la limite, c'était la France d'il y a 30 ans, celle qui avait justement, au travers de la laïcité, permis à tout le monde de vivre ensemble et avait accueilli des populations qui étaient des populations musulmanes sans aucune difficulté. Hein, c'était la suite de la perte de l'Algérie française, par exemple. Donc, le modèle laïque qui permet à tout le monde de vivre sans parce que on se reconnaît, si vous voulez, un socle commun. Le communautarisme, c'est l'inverse. On dit aux gens venez comme vous êtes. Voilà, c'est un peu comme chez McDo. Donc, vous n'êtes pas contre toute forme d'immigration, si je comprends bien. Davantage sélectionner, vous assurer la laïcité des gens qui s'installent. Si vous voulez, le problème, c'est que nous, on a trop d'immigration. On déborde. Combien en France par année? Écoutez, on va pas se lancer dans les chiffres. Ils vont être de toute façon systématiquement contestés. Ah ouais? Voilà. Okay. Systématiquement parce que les études sur les chiffres de l'immigration sont interdites. Voilà. Il y a une sociologue de gauche. Ah oui, bien sûr. Il y a une sociologue de gauche, Michel Tribala, qui a écrit un livre, Les yeux grands fermés, dans lequel elle explique que soit on ne peut pas étudier sur les chiffres de l'immigration, soit ces chiffres sont manipulés. Bon, l'immigration a été massive dans les 30 dernières évidemment en France. Donc on ne peut plus. On a 7 millions de chômeurs, on a 9 millions de pauvres. Accueillir des gens pour en faire quoi? Pour les envoyer où? Pour aller les mettre dans des bidonvilles à Calais? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. On importerait des chômeurs et qui pèseraient évidemment sur un système de protection sociale qui déjà n'arrive plus à survivre. Mais ça, on peut le dire pour n'importe quel politicien à qui j'ai posé la question, peut dire ce que vous dites là à propos de leur chez eux, c'est-à-dire notre chez nous, notre maison. Moi, j'ai demandé à plusieurs des politiciens qui prônent 25 000, 30 000 Syriens, allez-vous en accueillir chez vous? Qu'est-ce que tu veux dire par chez nous? Ben dans votre maison, parce qu'il y a un programme de parrainage. Et là, ils me disent toutes non, avec d'excellentes raisons. Ils me disent, ben j'ai pas le temps, j'ai pas la capacité d'accueil, ce serait pas aider le Syrien, j'ai pas...
Et là, je leur dis, et ces raisons-là que vous évoquez pour refuser un Syrien chez vous dans votre demeure, pourquoi moi, j'ai pas le droit de les invoquer pour mon chez-nous, qui est ma province ou mon pays, en disant, ce n'est pas le rendre service. Il arrive ici, il n'y a pas de travail, Montréal est la capitale du chômage au Canada, on n'a pas de programme de francisation, on n'a pas les moyens, mais là, à partir de là, je deviens raciste. Alors, si je défends mon chez-nous, qui est ma province, contre une immigration massive, je suis un raciste. Par contre, tous les gens sont capables d'avoir le même discours sur leur chez eux, sur leur maison. Ah ben là, c'est bon. Ben non, ben là, chez nous, j'accueille pas un Syrien. Chez nous, voyons donc. C'est ce que j'appelle l'immigration au balcon. C'est-à-dire la classe politique qui dit bon écoutez l'immigration c'est bon voilà mais qui va se pousser pour faire un peu de place? Bah vous le peuple vous allez vous pousser et puis souvent les plus modestes du peuple, parce que ce sont dans les quartiers modestes qu'on met en œuvre l'immigration. Donc c'est aux plus modestes qu'on demande de se pousser, de bien vouloir faire de la place, de bien vouloir être généreux. Bon. On a manqué de vêtements d'hiver pour les pauvres au Québec cet hiver-là, alors que le gouvernement en a payé des habits flambant neufs à tous les Syriens. Mais ça, c'est injuste, là. Mais c'est pas les grands politiciens qui sont privés de ça. C'est pas eux qui paient le prix, c'est ceux qui sont en bas. Exactement, et c'est tout à fait normal de considérer cela comme une profonde injustice. Est-ce qu'on peut choisir? Je sais que c'est un sujet délicat, il n'y a personne qui veut répondre à ça quand je parle de ça, mais je vais l'essayer avec vous. Est-ce qu'on peut choisir ces immigrants au-delà du chiffre? On parle de quantitatif depuis tantôt. Au niveau, je sais que c'est délicat, mais par exemple, s'il y a une maladie contagieuse dans un pays, en Afrique, c'est déjà arrivé. Un pays peut fermer ses frontières. C'est sûr que c'est injuste pour tous les gens qui sont en santé dans ce pays-là, mais on va dire, parce qu'il y a une maladie contagieuse, les gens qui viennent de ce pays-là ne débarqueront plus chez nous. Considérant l'islam radical comme une maladie contagieuse, est-ce que les gouvernements ne devraient pas être plus prudents envers l'immigration provenant de certains pays? Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement québécois ferme les yeux sur une réalité. C'est que l'État islamique a infiltré un certain nombre de terroristes au sein des flux de migrants. On le sait, il y en a 3 qui ont commis un attentat en France au Bataclan. Et ces 3-là avaient précisément pris ce qu'on appelle la route des migrants. Bon, donc il faut être extrêmement attentif à cela. Mais surtout, il faut être attentif à ce qui se passe dans le pays. Parce que le problème du communautarisme, qui consiste à dire, nous on veut pas savoir, organisez-vous en communauté, débrouillez-vous. C'est que évidemment, ce sont les plus radicaux qui prennent la main sur les autres, et que on assiste avec le communautarisme à un terreau de développement du fondamentalisme islamiste. Ce sont les plus radicaux qui prennent la main sur telle ou telle communauté, qui recrutent, qui se développent au travers d'associations pseudo-culturelles qui en réalité on sait qu'ils ont de l'argent ces gens-là. Ils sont très bien financés par certains. Qui sont financés par des grands pays auxquels M. Couillard, semble-t-il, rend visite avec beaucoup de bonne volonté, comme l'Arabie Saoudite et comme le Qatar. Voilà. Et ça se passe sur les territoires. Et les dirigeants qui ferment les yeux là-dessus, eh bien, je crois, mettent en danger évidemment la population. Moi, je pense que je vais vous entendre sur Donald Trump un peu. Moi, je pense que certaines solutions vont un peu trop loin. Qu'est-ce que vous pensez de ce que le candidat qui mène dans les sondages actuellement chez les Républicains aux États-Unis prône? Lui, il dit que les musulmans qui rentrent aux États-Unis devraient être identifiés. Alors, moi, qu'on soit plus sévère, qu'on en accueille un peu moins, qu'on soit vigilant avant d'arriver ici, moi, je suis en accord avec ça. Par contre, une fois qu'ils sont sur le territoire, j'ai beaucoup de misère à créer 2 classes de citoyens puis à ostraciser des gens. Trump veut identifier les musulmans aux États-Unis. Moi, j'ai absolument aucune vision, si vous voulez, je n'ai aucune vision qui consiste à séparer les gens en fonction de leur religion, que les choses soient très claires. Pas plus en fonction de leur race, pas plus en fonction de leur origine. Moi, je défends les Français, tous les Français, quel qu'il soit, voilà. Mais dans le cadre, encore une fois, de la laïcité. En revanche, il est évident que l'arrivée massive de gens dont on sait pertinemment, encore une fois, que au travers d'eux, l'État islamique a infiltré des terroristes en puissance est un sujet de très grande préoccupation. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est de voir les classes politiques qui semblent traiter cela d'un revers de main ou par le mépris, par idéologie, car ce sont eux qui mettent en œuvre l'idéologie. L'idéologie qui consiste à dire qu'après tout, tout le monde peut remplacer tout le monde, espèce de relativisme culturel cher au modèle anglo-saxon. Eh bien, ça n'est pas notre modèle. Et c'est parce que ça n'est pas notre modèle, et c'est parce qu'il y a un autre modèle à défendre, que ceux qui défendent le modèle anglo-saxon sont aussi agressifs
aussi injurieux, aussi insultant à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme eux. Voilà. Et moi, j'ai été frappé par l'hystérie du débat sur la charte de la laïcité. D'ailleurs, je tiens à dire qu'en France, une partie de la gauche défend la laïcité. Enfin, je veux dire, Elisabeth Badinter, qui est une figure de la gauche française, c'est un défenseur acharné de la laïcité. Bon, donc on peut très bien défendre la laïcité et être de tous les partis politiques différents. J'ai l'impression que ici, la laïcité, c'est un petit peu le modèle français. Vous voyez ce que je veux dire, contre le modèle anglo-saxon. Et que donc derrière cette bataille-là, il y a des batailles plus culturelles, il y a des batailles de modèles, plus qu'en réalité la question de la simple laïcité. Je veux vous entendre un peu sur les médias. Quand vous êtes arrivé là, en fin de semaine, j'ai lu dans Le Soleil et dans plein d'autres, Marine Le Pen, chef du Front National, parti d'extrême droite français. Moi, je suis un amateur d'histoire, là, puis l'extrême droite, là, je sais c'est quoi, là. Quand je pense extrême droite, je revois les nazis, je revois les fascistes, je vois les chemises brunes. On a des partis de gauche ici, nous, au Québec, là, qu'on n'appelle pas extrême gauche. Pourquoi? Dès qu'on dévie un peu du centre et qu'on devient à droite, je trouve que l'association avec extrême droite vient rapidement. Comment vous réagissez à ça? Oui, enfin, c'est pas une question d'ailleurs de savoir si on est de droite ou de gauche. Le terme extrême droite est un terme qui est évidemment insultant et péjoratif et qui vise à discréditer la parole de quelqu'un. Donc, dès que vous dites quelque chose qui déplaît à la pensée unique, qui déplaît à la caste politique, qui déplaît aux diktats qui sont imposés, eh bien, on vous taxe d'extrême droite. Comme ça, il y a même plus à discuter, si vous voulez. C'est l'excommunication. À partir du moment où vous êtes d'extrême droite, bon, bah, tout ce que vous direz, par définition, aura vocation à être totalement discrédité. Parce que quand on commence à aller dans le fond, ils sont bien embêtés. Parce que le Front National, qui n'est ni de droite ni de gauche, qui est traité d'ailleurs en France d'extrême droite et d'extrême gauche en même temps. On est les deux en même temps, un petit peu comme De Gaulle, je disais, qui était traité en même temps de bolchevique et de fasciste. Donc ça prouve en général qu'on est dans la bonne ligne. Mais sur le plan économique, par exemple, le Front National n'est pas à la droite de la droite. Non, c'est plus à gauche, c'est vrai. Voilà, ouais. On n'est pas pour un État qui se réduit au minimum, etc. On n'est absolument pas pour ça. On est pour la défense des services publics. On est pour un État stratège qui se donne l'autorisation de temps en temps d'éviter les abus ou les dérives de la mondialisation sauvage. Donc, on n'est pas du tout à la droite de la droite. Donc, le terme extrême droite, c'est pour mettre dans le même sac Breivik, les terroristes, le Ku Klux Klan, enfin, je veux dire, tout comme ça pour salir. L'idée, c'est de salir l'image de celui qui ne dit pas ce que dit la caste. C'est que les médias vont diaboliser finalement un parti ou encore Donald Trump, notamment à cause de certains groupuscules ou certains individus qui adhèrent au parti. Est-ce que vous pensez, parce qu'évidemment, bon, quand on voit des rassemblements, parfois on voit des gens qui tiennent des propos extrémistes. Est-ce que vous pensez qu'un parti est responsable des gens qui sont davantage extrémistes et qui l'appuient? Non, bien entendu que non. Vous imaginez le nombre de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes qui adhèrent à un mouvement, centaines de milliers, millions même quand c'est aux États-Unis. Évidemment que c'est une utilisation qui est toujours d'ailleurs à usage unique. Ça va toujours dans le même sens, car personne n'ira chercher un militant de gauche ou d'extrême gauche pour venir dire le parti politique est responsable du comportement d'un tel ou d'un tel. Donc tout encore une fois est fait pour discréditer ceux qui ont une parole différente, ceux qui défendent la nation, ceux qui défendent la souveraineté, ceux qui défendent l'identité, parce que tout ça c'est considéré comme des obstacles à la loi du commerce, la fameuse, celle devant laquelle tout le monde doit être soumis. Il faut pas se soumettre à ça. Il faut pas avoir peur. Il faut pas craindre. Il faut défendre ses idées, je le crois, avec courage, avec conviction. Nous l'avons fait au Front National et aujourd'hui nous sommes le premier parti de France. Donc ceux des politiciens qui sur les domaines de l'identité, sur les domaines de la souveraineté reculent parce qu'ils ont peur du terrorisme intellectuel imposé par un certain nombre de médias, eh bien, ils se condamnent à la disparition. Parce que le peuple, justement, a besoin de gens courageux. Est-ce que, ici au Québec, évidemment, on ne suit pas l'actualité française d'aussi près que chez vous. Et quand on parle de Front National, je l'ai fait un peu en fin de semaine, je disais à des gens que j'allais vous recevoir de ça, il y a beaucoup de gens, encore ici au Québec, qui vont évoquer votre père Jean-Marie Le Pen. Dans le Front National, c'est Jean-Marie Le Pen. Mettez-nous un peu à jour, là, parce que je sais que vous êtes dissociés, qu'il s'est passé de quoi, là. Le Front National de Jean-Marie Le Pen, c'est pas le même parti, c'est pas les mêmes idées que le Front National de Marine Le Pen. Alors, pour les Québécois qui nous écoutent, qui sont peut-être pas à la page, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là?
D'abord, le Front National a changé parce que le contexte a changé. Enfin, je veux dire, le Front National s'est créé pour lutter contre le communisme. Oui. Voilà. Aujourd'hui, le danger, c'est pas le communisme. Aujourd'hui, le danger, permettez-moi, c'est l'ultralibéralisme hystérique qui cherche à imposer partout, au détriment des intérêts du peuple. Donc, le Front National, de toute façon, a changé. C'était un parti de protestation, un parti d'opposition. Ouais. Aujourd'hui, il est un parti de gouvernement, c'est-à-dire un parti capable de gouverner et d'arriver au pouvoir. Donc, il y a eu une véritable révolution culturelle au sein, bien entendu, du Front National. Et puis, au fur et à mesure, Jean-Marie Le Pen était tombé dans une forme de provocation systématique. Il ne s'agit pas de lui retirer ce qu'il a fait, mais ces provocations systématiques étaient nuisibles au message que nous entendons défendre. Et à un moment donné, nous n'avons pas pu faire autrement que de nous séparer de lui. Voilà, c'est aussi Est-ce que ça a été la vie des uniquement une partis. séparation politique ou ça a été une séparation personnelle aussi, là? C'est Avez-vous encore des obligatoirement. contacts avec lui ou vous êtes C'est chicané, obligatoirement puis vous parlez aussi, c'est obligatoirement aussi une comment dire, une rupture personnelle. Mais si vous voulez, moi je crois que le Front National a énormément apporté non seulement à la France, mais a apporté à l'ensemble des peuples qui ont envie de vivre libre, parce que c'est ce combat-là que nous menons. Et pour ça, on ne doit pas accepter des provocations qui sont stériles, qui visent à nous maintenir dans un côté folklorique ou Parce un que vos côté adversaires cherchent exclusivement que ça, là. d'opposition. Parce que vos adversaires ne cherchent qu'un petit mot de Évidemment. travers, vous le savez. Et donc pour j'ai eux. pris cette Ouais. décision d'exclure Jean-Marie Le Pen, et c'est une décision qui a été d'autant plus difficile que c'est mon père. Mais vous n'avez plus aucun contact avec lui? Pour l'instant, je n'ai pas de contact avec lui, non. Trouvez-vous ça dur? Tu sais, vous en parlez en le nommant en plus Jean-Marie Le Pen, vous dites pas mon père, ça doit être difficile. Oui, c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile, mais encore une fois, voilà, je veux dire, mon pays va mal, et je crois qu'on doit le sauver. Et si pour ça il faut faire des choix difficiles, eh bien, je suis prête à les faire et à sacrifier mes émotions personnelles pour l'intérêt du peuple français. Est-ce qu'il devrait y avoir un Front National au Québec? Vous pensez, avec tout ce que vous avez vu là, ces derniers jours, est-ce qu'un genre de parti comme vous devrait exister ici? Écoutez, c'est pas mal, parce que moi je me pose la question de savoir qui défend l'identité au Québec. Qui défend la souveraineté? Qui défend la liberté du peuple à disposer de lui-même? Qui défend les intérêts économiques? Qui défend le bien-être des salariés? Qui défend? Personne. Enfin, en tout cas, personne, puisque moi, quand je parle de ça, je suis condamné, y compris par des gens dont je pensais que nous avions des points communs. Je pensais qu'avec le Parti québécois, au moins sur la souveraineté, sur la défense de la francophonie, on avait des points communs. Or, il semblerait que ils sont en train d'abandonner cette défense-là sous la pression, parce que pour tenir face à la pression, il faut avoir les épaules larges, il faut avoir le cœur en bronze, il faut avoir des tripes, il faut avoir l'amour du peuple qu'on défend. Sinon, si on est faible, on se soumet. Et donc, il faut que se lève une génération qui va de manière décomplexée, défendre le droit à son identité, à son histoire, à son identité, à sa culture, à la défense de ses intérêts propres. Moi, j'ai rencontré des jeunes du Parti québécois, j'ai été heureuse de les voir venir. Ils savaient qu'ils allaient se faire tancer par leurs dirigeants. Eh bien, ils l'ont fait parce que ils ont dit, nous, on ne veut pas laisser penser que dans la jeunesse, il n'y a pas des gens qui se lèvent pour défendre tout cela, parce qu'encore une fois, ce patrimoine gigantesque dont on a hérité, eh bien, on veut le transmettre à nos enfants. Eh bien, cette démarche-là, je la trouve héroïque compte tenu de ce que je vois, compte tenu de la pression et du terrorisme intellectuel qui existe. Donc, il y aura des gens qui se lèveront et qui se détourneront des politiciens qui Mais ça prend du courage. ont envie de mais vous faire avez raison que ça plaisir. prend du courage parce qu'aujourd'hui, là, moi je l'ai déjà noté, je sais pas si vous avez remarqué ça, je suis pas contre, là, mais on peut donner des qualités à peu près n'importe quelle culture. Tu sais, personne va me traiter de raciste si je dis, par exemple, qu'en général, la culture asiatique, les gens ont une facilité avec les mathématiques, un esprit rationnel, qui ont fait plein de belles choses. Non, mais je peux dire ça, puis ça dérange pas. Mais je peux souligner un tas de qualités sur n'importe quelle culture. La seule culture que je ne peux jamais dire en ondes, c'est la culture judéo-chrétienne, la culture occidentale. Ça, il ne faut en dire que du mal. Que toujours. Alors que les autres, là, on peut souligner plein de beaux traits. Alors que des fois, ça pourrait être perçu à la limite, ça aussi, comme du racisme. Mais tu peux avoir des qualités dans une culture que tu as le droit de défendre, mais pas les nôtres. Il ne faut pas parler en bien de nous.
Mais Jamais. vous avez raison, on s'est flagellé. L'autoflagellation. Pendant tout le des temps. décennies, on s'est flagellé, on a pointé du doigt, on a appris à nos enfants tout ce qui avait été fait de mal, jamais ce qui avait été fait de bien. Ouais. On s'est complètement, on a discrédité notre culture et notre histoire. Et je crois que les peuples aujourd'hui réagissent contre cela. On Ils a ne peut-être le pas fait la paix supportent avec plus. notre passé. C'est peut-être pas un hasard, c'est l'Allemagne qui s'est tellement ouvert envers les Syriens, puis là, ils ont totalement viré de bord. Merkel a reconnu ses erreurs, ça n'a aucun bon sens. C'est le bordel, là. Mais c'est peut-être pas un hasard, c'est l'Allemagne qui a fait ça. Il y a peut-être encore dans la, je sais pas comment appeler ça, la psyché collective, ou en tout cas dans un espèce de sentiment de culpabilité, parce que oui, il y a eu des erreurs épouvantables qui ont été faites par des régimes. Même ici au Québec, là, dans les années 20, 30, 40, il y en avait du racisme. Là. Il y avait des gens qui collaboraient, tout ça. Je pense qu'on n'a pas fait la paix avec notre passé, puis on a de la misère aujourd'hui à s'assumer puis à se défendre. Oui, non, je pense surtout qu'encore une fois, un certain nombre de personnes veulent faire disparaître l'idée de nation, disparaître l'idée de frontière. Donc ils mettent un trait d'égalité entre nation, frontière, fascisme, etc. Comme ça, c'est tellement plus simple, encore une fois, de discréditer cette belle idée de la souveraineté, de la défense et de l'identité des peuples en faisant cela. Mais il n'y a pas que l'Allemagne, hein, la Suède, encore une fois, qui était un des pays les plus généreux, soi-disant, l'ouverture, etc. Ils viennent d'annoncer qu'ils allaient en renvoyer 80 000 du jour au lendemain. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce que les Québécois doivent comprendre, c'est que accueillir, encore une fois, 500 migrants, c'est pas la même chose qu'en accueillir 500 000. Voilà. Et ceux qui vous font croire qu'en accueillir 500, c'est la même chose qu'en accueillir 500 000, eh bien, ce sont des gens qui vous mentent et qui, encore une fois, vont créer de très lourdes difficultés. Elle est là, cette réalité. Donc, reprendre le combat aussi de l'éducation, réapprendre à nos enfants à être fiers de ce qu'ils sont, pour leur permettre de défendre leur identité au même titre des autres. Je suis comme vous frappé par le fait que les bien-pensants considèrent que tous les peuples ont le droit de défendre leur identité. Tous, jusqu'aux papous, etc. C'est merveilleux, tout le monde trouve que c'est merveilleux de défendre l'identité et la culture, sauf nous. Eh ben, nous avons le droit aussi de défendre notre identité et notre culture. Et nos valeurs. Je veux dire, la manière dont nous avons choisi de vivre, la manière dont nous avons choisi d'avoir des rapports avec l'autre. Et je suis désolé, mais les fondamentalistes islamistes, ils ne peuvent pas admettre cette vision-là. Ils vont donc la combattre. Comprenez ? Et si on donne de nous l'image de peuples qui avons des choses à se reprocher, qui se sont mal comportés, eh bien, c'est là qu'on va créer l'hostilité chez les autres. Car en France, c'est ce qui s'est passé. On s'est tellement flagellé que ceux qui sont arrivés ont dit « Mais c'est vrai, vous nous devez quelque chose. Vous avez une dette à notre égard. Vous êtes mal tenus envers nous. » Et donc, en fait, on crée l'hostilité chez l'autre. C'est absolument incroyable. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et évidemment, ça entraîne des conflits multiples et variés et un danger sur la sécurité, sur la tranquillité du pays. Merci beaucoup, Marine Le Pen, pour cet entretien. Ça s'est bien passé. C'était pas si pire que ça. Message à messieurs Labaume et Couillard, tous ceux qui ont refusé de vous parler. Merci pour l'entrevue, pour la visite.